Juste avant d'arriver, la cheville elle tourne et je glisse, je tombe et tout le monde s'est un peu affolé. Je me suis dit en fait là la course elle est finie. Même le podium vient de me filer entre les doigts. Je pense que j'ai jamais vraiment cru. J'ai tout donné en me disant tu ne regretteras rien. Une petite chose que j'aurais pu changer, c'est que je suis rentrée dans le combat trop tôt. Je suis extrêmement heureuse d'avoir participé à une course avec autant de densité parce que j'aurais pas donné autant le meilleur de moi-même. Je me serais pas repoussée dans mes retranchements s'il n'y avait pas eu toutes ces filles autour de moi qui m'ont tirée. Salut les extraterriennes, salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Merci de nous retrouver pour ce super épisode. Aujourd'hui, le tout dernier historiquement qu'on enregistre à Chamonix avec une femme que j'admire, que je suis beaucoup. Je trouve qu'elle apporte aussi énormément au monde du trail parce qu'elle apporte une touche à la fois de bonne humeur, une touche décomplexante, mais aussi une touche scientifique et une touche médicale puisque effectivement elle est gynécologue et donc elle apporte beaucoup de connaissances entre le sport de haut niveau et sa pratique de la médecine. Au-delà de ça, c'est une athlète exceptionnelle qui a encore fait une course magnifique cette année. C'était à la CCC et je vous parle de Blandine Lirondelle. Salut Blandine, comment ça va ? Salut Bart, je m'attendais pas à une telle introduction et attention, je suis un peu à fleur de peau là. J'ai les émotions vraiment au taquet à 48 heures de ma CCC, peu de sommeil, donc je vais encore relâcher une petite larme si tu continues. Non, ça va bien. Écoute, voilà, contente d'être là un lundi, que la course soit bien finie et contente aussi de retrouver un petit peu le calme chamonnière après cette semaine bien tumultueuse. Ouais. Bon écoute, je te rassure, on te libère après et fais attention à pas pleurer parce que si tu pleures, je pleure moi. Je suis une madeleine. Une éponge. Ouais, vraiment, je suis une éponge à émotions. Il y a 2-3 jours, on était avec Xavier Thévenard. Il y a eu un moment où lui s'est monté et je suis monté aussi, donc devant une cinquantaine au moins de personnes, je sais pas trop, mais donc on. S'il y a des émotions, elles viendront et on les acceptera et on les prendra comme elles viennent. Tu l'as dit, on est à 48 heures de la course. Tu m'as dit qu'après, tu allais faire des examens. Donc, je voulais savoir comment tu te sens. Quel est ton état de santé là aujourd'hui ? Non, globalement, je suis plutôt bien. J'ai bien récupéré. Au niveau musculaire, je me sens bien. Très fatiguée, mais ça, c'est pas forcément la course. Je pensais que c'est plutôt, on en reparlera peut-être après, mais l'après-course qui a été assez fêtarde et exigeante. Et oui, pendant la course, je me suis fait une entorse de cheville. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a une vidéo de l'UTMB Mont-Blanc qui a un peu circulé quand je me suis tombée comme une crêpe sur la descente de Valorcine. Mais finalement, je me suis bien rattrapée. J'ai bien réussi à me relever et c'est pas ça qui m'a fait mal. Mais juste avant d'arriver au ravitaillement de Valorcine, pour la 4e fois, je pense, de la course, ma cheville a tourné. Mais là, cette fois-ci, j'ai entendu un petit crack. Et là, c'est vrai qu'elle est un petit peu gonflée. Bon, j'ai quand même fait 20 km dessus, un peu appuyé. Et à part l'œdème, j'ai pas trop de douleur. Donc, je vais quand même passer une échographie pour vérifier. Parce que pour moi, la saison n'est pas encore finie. Et puis, on verra. Mais sinon, non, globalement, ça va plutôt bien. Ok. Il te reste quoi comme course à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année ? Une petite course. Ici, on dit que c'est une petite course de quartier ici. Et moi, je vais dire que c'est une petite course d'île à la Réunion. Je fais faire le Grand Raid de la Réunion, la Diagonale des Fous, le 17 octobre. Donc là, ça va être un gros chantier. Ok. Tu y vas avant pour t'acclimater un petit peu ? Je pars dans 2 semaines. Ok. Je pars dans 2 semaines parce que cette année, je me suis laissé l'opportunité de pouvoir me consacrer. Alors, j'ai pas envie de dire à 100% au sport parce que je fais aussi plein d'autres choses à côté et notamment, je continue à promouvoir un peu la gynécologie du sport. Pareil, peut-être qu'on en reviendra plus tard. Mais tout ça pour dire que du coup, j'avais du temps et comme j'ai vécu à La Réunion, j'ai pas mal d'attaches, j'ai encore pas mal d'amis là-bas, donc avec mon conjoint Mathieu, on s'est dit autant en profiter quitte à aller à La Réunion, autant y aller pour au moins, pour longtemps. Donc on devait partir plus longtemps, on devait revenir plus tard, donc je pars dans 2 semaines, donc le 15 septembre. L'idée c'était de rester le plus longtemps possible, parce qu'en plus octobre, novembre, décembre, c'est jamais des mois hyper agréables ici, mais j'ai été acceptée pour passer la capacité de médecine du sport, pour avoir le diplôme de médecin du sport, et ça commence en novembre. Donc je vais enchaîner direct avec ça. Donc je retourne le 10 novembre et ça me fera 2 mois sur place. Donc j'ai hâte j'y suis pas retournée depuis 5 ans, donc ça va être chouette.
Ok, gros programme du coup d'ici la fin d'année et à la fois professionnellement et j'imagine en émotion, ça va être chouette quoi. Ouais, tout à fait. Donc je reviens un petit peu sur la course, peut-être tu vois c'est les gens qui, enfin le sujet qui attend un petit peu, tu as fait une superbe course. Au moment où cette cheville elle craque, tu le sens, c'est douloureux au moment où justement tu fais cette chute. Ouais. Effectivement, je me rappelle, j'arrivais juste avant, juste à Valorcine, donc il y a une grande pente. Là, c'était mouillé, il commençait à pleuvoir. Il y avait plein de gens en bas parce qu'il y a un petit café, restaurant là à l'entrée de Valorcine. Et en fait, juste avant d'arriver, de voir les gens, là, la cheville, elle tourne et je glisse, je tombe. Et là, tout le monde s'est un peu affolé et les gens m'ont demandé si ça allait. Et en fait, sur le coup, je leur ai dit, en fait, non, ça va pas. Et vraiment, quand j'ai dit non, ça va pas, je me suis dit, en fait, là, la course, elle est finie. Je me suis fait une grosse entorse. De toute façon, j'ai 1 kilomètre à faire pour rejoindre le ravitaillement. Et puis, je vais arrêter parce que je pense que j'avais du mal à enchaîner 3 pas. Et puis, en fait, finalement, 100 mètres, 200 mètres, moi, je boitille un peu quand même. Et j'arrive au ravitaillement. Et de toute façon, mon assistance ne le savait pas. Et eux, je pense que voilà, ils avaient encore notion de. J'avais repris du temps sur la première, j'étais plus qu'à 1 minute, parce que j'avais fait une belle descente. Donc ils étaient vraiment dans le mood de faut qu'on l'encourage, faut qu'elle aille au bout, faut qu'elle aille chercher cette première place. Et donc c'est les premiers mots qu'il m'a dit. J'avais à peine. Je me sentais déjà aussi un peu fatiguée et c'est vrai que je commençais à dire à mon... Donc là, pour le coup, c'était mon coach, Lilian, qui était là à Valorcine. Et je lui ai dit, Lilian, je me suis fait une entorse de cheville. Il m'a dit, est-ce que t'as mal? Et j'ai dit, oui. Et en fait, je pense qu'il n'avait pas préparé du tout ça. Donc il m'a dit, écoute, allez, serre les dents et on verra à Chamonix. Et ça m'a un peu étonnée qu'il me réponde ça. En fait, j'ai été assez surprise parce que l'année dernière... à l'UTMB, je suis arrivée à Valorcine et en fait j'avais des vertiges. Oui, il y a eu tout un show. J'ai appris après coup que j'avais le Covid et je suis arrivée à Valorcine, je me suis un peu écroulée sur lui. Et lui, par contre, là pour le coup, il était très mal et en fait il savait pas comment faire et là il voyait que la santé était un peu en danger et il s'est senti très mal après coup de m'avoir laissé repartir. Et vraiment, il avait du mal à me trouver les mots réconfortants parce qu'en fait, presque il était à 2 doigts de me dire d'abandonner. Et là, quand il m'a dit ça à Valorcine, je me suis fait la cheville. Et qui m'a dit on continue quand même. Je me suis dit s'il me dit ça, c'est que lui qui était à 2 doigts l'année dernière de m'arrêter à un UTMB à Valorcine, là il me dit de continuer, donc je me suis dit allez, je continue. Finalement ça l'a fait, mais ouais, j'étais moins sereine et la descente a été un peu plus compliquée de la Flégère à Chamonix. Ouais. Tu prends un peu plus de temps du coup, j'imagine, à ce ravito-là? Non, parce qu'en fait, sur le coup, ils étaient vraiment dans le mood. Tu peux gagner. Tu peux gagner. Et il m'a dit là, écoute, t'as repris. Je sais plus. Je pense qu'en haut de la montée, j'étais à 3 minutes peut-être de la première. Je suis arrivée à Valorcine, j'étais plus qu'à 1 minute, donc j'avais fait une belle descente malgré la cheville, la fin de la descente. Et donc je pense qu'ils étaient vraiment, il avait dû vraiment se mentaliser ce qu'il allait me dire. Donc il n'avait pas cette notion vraiment d'entorse de cheville. Et donc non, il m'a dit là par contre en plus elle est restée plus longtemps que toi au ravitaillement. Si on fait un bon ravitaillement, tu pars et tu seras prête peut-être même à moins de 1 minute d'elle. Donc en fait on s'est dépêché puis on est reparti. Et ça a été quand même assez express finalement ce ravitaillement. Mais je savais aussi que si je restais, ça va être compliqué. Et on n'a même pas, on a fait ce qui était écrit sur la feuille, c'était assez succinct, c'était les flasques, les gels, je bois et il met la frontale et on repart. En fait, il pleuvait des cordes et on n'avait même pas pensé à mettre le kawaii. On était vraiment focus sur gagner du temps au maximum. Donc non, j'ai été assez rapide finalement. Mais même moi, je me suis dit allez, pense pas à la cheville. De toute façon, je me connais. Si vraiment ça me fait mal, c'est vraiment je sens qu'il y a quelque chose de grave. Bon je vais arrêter et puis de toute façon au moins jusqu'au col des montées c'est facile de rentrer à pied ou de se faire récupérer. Donc non, je pense que moi aussi j'ai essayé un peu d'occulter et de me dire il reste 2h30 d'effort sur 12-13 heures, c'est pas grand chose, donc on verra à Chamonix, on verra à l'arrivée quoi. Ok. Salut, je suis désolé de t'interrompre juste avant de commencer l'épisode, mais j'ai découvert une stat de dingue qui m'a rendu fou sur Extraterrien. En effet, vous êtes plus de 85% à regarder nos interviews, nos épisodes, sans vous être abonné à la chaîne. Et pourtant, s'abonner, c'est probablement ce qui nous aide le plus à aller convaincre des athlètes exceptionnels de venir participer au podcast. Alors bien sûr, si c'est la première fois que tu écoutes Extraterrien, reste tranquille, on te demande rien. J'espère
j'espère vraiment que tu vas aimer cet épisode. Et si à la fin ça t'a plu, mets-nous un petit commentaire ou un petit axe d'amélioration. On vous lit tous et on répond à tout le monde. Par contre, si c'est la 2e, 3e ou 4e fois que t'écoutes Extraterrien, ça serait peut-être le temps de t'abonner parce que t'aimes ce qu'on fait. Donc donne-nous un petit coup de pouce en cliquant sur s'abonner et en mettant la cloche. Pour me motiver, l'équipe elle m'a donné un challenge. Si on atteint les 100 000 abonnés, je m'inscris automatiquement à un 100 km. J'en ai jamais couru, j'ai jamais couru plus qu'un marathon, donc ça sera un vrai challenge et je vais tout documenter sur LinkedIn, sur YouTube et bien sûr en podcast. Donc si jamais t'as envie de me voir courir un 100 km, abonne-toi. Allez, on reprend l'épisode. Dans la tête, tu te sens comment vis-à-vis de cette histoire de position aussi, j'imagine, parce que 1 minute, tu devais la avoir. Tu devais la voir à l'œil à certains moments, tu vois. Tu dois te dire, ok, c'est jouable et tout. Tu te croises un peu. Il y a des moments où tu voulais y croire, où tu étais resté dans ton idée, je reste là à vouloir terminer cette course. Moi, je pense que j'y ai jamais vraiment cru. En fait, j'ai tout donné en me disant, tu ne regretteras rien. Mais au fond, tu vois, elle m'a doublé, on va dire, il me semble que c'était juste avant, juste entre Fouly et Champé, sur une portion de replat. Moi, c'est pas tellement là où je m'exprime le mieux. C'est pas mes qualités principales, le plat. D'une part, parce que après les crosses, effectivement, j'avais préparé les crosses cet hiver, j'avais trouvé un peu de vitesse, mais depuis, j'avais quasiment pas refait de plat. Et puis, c'est vrai qu'au niveau morphologique, elle m'est passée devant, elle avait des super grandes jambes, élancée, elle avançait vraiment, j'avais l'impression que c'était la Jim Wamsley version féminin. Elle était sur une portion de route, il y en a peu, mais là, vraiment, c'était le moment où les routards pouvaient avancer vite et elle m'avait vraiment impressionnée. Et même dans les montées, elle était assez costaud. Et quand je voyais sa fraîcheur, je me suis dit quand même qu'elle était vraiment forte. Alors, c'était à 1 minute, effectivement, à Valorcine, mais sinon, tout le temps, elle est toujours à 3-4 minutes de moi. Donc, je la voyais pas. La seule fois où j'arrivais un peu à la voir, effectivement, je pense que c'était dans la montée après Trian, où j'arrivais à la voir de loin, mais en fait, moi, je me sens quand même assez bien dans les montées, et je voyais dans la montée, j'arrivais pas à la recoller. Je me suis dit, elle doit quand même avancer vite aussi. Et dans les descentes, je lui reprenais un peu de temps, mais non, les 1 minute, je l'ai juste vue en fait à Valorcine quand moi je suis rentrée à la sortie du ravitaillement. Et en fait, c'est la seule fois où je l'ai vue. Et après, sinon, ouais, c'est vrai qu'on me disait elle est à 1 minute, mais je pense qu'elle était à 1 minute à la sortie de Valorcine, mais après, c'est quand même un faux plat montant qui se court bien. Et en fait, finalement, je pense qu'au pied de la Flégère, on n'était plus à 1 minute. Elle avait déjà dû avoir repris peut-être 2-3 minutes sur moi. J'y croyais. Donc, pour revenir à ta question, très honnêtement, c'est pas que j'y croyais pas, j'avais envie d'y croire, mais je savais que ça allait être compliqué, que c'était risqué, que la probabilité que je la rattrape était faible, mais j'avais envie de me donner les moyens de ne pas regretter, donc je donnais tout. Et très honnêtement, j'ai plutôt bien vécu cette course parce que... Ouais, t'as pris du plaisir, c'était une de mes questions. Ouais, alors du plaisir, oui. Là, maintenant, après coup, du plaisir sur la course. Non, je vais pas dire que j'ai subi. Franchement, j'étais quand même contente, mais je dis que j'ai rien à regretter. Je suis arrivée sur la ligne d'arrivée, en ayant donné le maximum que je pouvais. Je pense que j'aurais pas pu donner plus. Avec du recul, c'est une petite chose que j'aurais pu changer, c'est que je suis rentrée dans le combat trop tôt. Bon, en fait, c'est ça qui est drôle. Les 3 filles qui sont arrivées devant moi, elles étaient plutôt derrière. Elles étaient un peu en arrière-poste jusqu'à la moitié de la course. Et en fait, moi, je suis rentrée dès le début dans la course, dans la compétition. Au début, c'était 2 filles de chez Adidas qui étaient les ultra favorites parce qu'elles avaient gagné les 2 dernières éditions. Donc, Tony McCann et Ingrid Kaspersen. C'est elles qui avaient pris le lead de la course. Et je me suis fait embrigader, en fait, là-dedans. Et j'ai voulu vraiment les accrocher jusqu'à ce que, finalement, Ingrid... s'est fait une entorse de cheville, Tony McCann est tombé, et donc finalement les 2 ont abandonné et je me suis retrouvée devant, toute seule, pendant une bonne partie de la course. Et là, c'est pas une très bonne position d'être devant, sauf quand on est vraiment au-dessus et qu'il y a un niveau...
s'il n'y avait pas eu ce niveau-là, ça aurait été éventuellement plutôt acceptable. Mais là, avec le niveau qu'il y avait, et j'étais pas forcément au-dessus des autres filles, c'était un peu risqué. Mais bon, vu que je me suis retrouvée devant, j'ai continué. Et en fait, c'est jamais la bonne position quand on se fait doubler mentalement. Mais j'ai quand même pris du plaisir, voilà, à mener cette course. Je l'ai jouée au panache, j'étais contente. J'ai un peu assumé aussi mon rôle de favorite, parce que finalement, des 5 premiers favorites sur les cotations ITRA, je crois que je suis la seule qui arrive à... Finalement, j'étais 4e côte ITRA et je finis 4e. Hein, donc, j'ai quand même assumé ce rôle de favorite, ce qui n'est pas non plus facile, hein, surtout sur des courses du TMB, où vraiment on est mis vraiment sur des piédestals. Et quand je me suis dépassée par Martina, donc, qui a fini première, j'ai essayé vraiment de l'accrocher. Et mentalement, j'étais pas aussi fraîche qu'elle, je pense, parce que ça faisait déjà 5-6 heures, même plus, que je courais devant. Donc j'étais déjà dans la compétition. Quand elle m'a doublée, j'ai essayé de l'accrocher, donc j'ai encore plus puisé dans mes ressources physiques et mentales. Et jusqu'à ce que, effectivement, à Valorcine, comme je t'ai dit, mon assistance était vraiment dans tu peux la rattraper, la première place est encore possible, etc. Et là, vraiment sur la montée du col des montées, j'ai tout donné, tout ce que je pouvais. Et c'est vrai que on m'a jamais vraiment dit ce qui se passait derrière. Et dans la montée de la Flégère, quand vraiment j'avais l'impression d'être au taquet, à marcher fort, en poussant sur mes bâtons, et quand j'ai vu donc les deux autres, donc Sylvia et Anna, me doubler, elles, en foulée légère, sur une montée à 30%, tout en courant, elles n'avaient pas de bâton. Là, j'avoue que je me suis dit, bon, je suis passée de peut-être que la victoire peut être possible avec un peu de chance si jamais elle craque. Enfin voilà, je me disais tous les scénarios sont possibles. Je gardais une petite lueur d'espoir à là me dire, bon, en fait là même le podium vient de me filer entre les doigts. Et là en fait même la 4e place, je suis même pas sûre de la conserver. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se fait ? Il y a un bus derrière de filles qui est arrivé à Valorcine sans que je le sache. Je me suis pas, en fait tu vois, j'aurais pu complètement m'effondrer mentalement, mais je me suis pas forcément effondrée mentalement. En fait, tu vois, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est dingue ce qui se passe. Et sur le coup, je me suis dit, ça doit être trop beau. Bon, je me dis, c'est dommage, ça arrive au moment du départ de l'UTMB, donc ça doit pas être hyper médiatisé, mais le dénouement final est magnifique. Ouais. Alors j'aurais aimé être dans ces 3 qui se jouaient pour le podium, pour les places sur le podium, mais j'ai trouvé ça beau, et je me suis dit, ouais, notre sport, cette course est vraiment, vraiment relevée. Et c'est vrai, parce que finalement, j'arrive... Bon, moi, j'ai eu du mal effectivement dans la dernière partie, parce que j'avais beaucoup puisé pour accrocher Martina, et qu'il y avait aussi cette histoire de cheville. Mais avec ces circonstances-là, je fais quand même un chrono 10 minutes de mieux que la gagne de l'année dernière. Ouais. Donc, c'est assez exceptionnel. Tony McCann, qui a gagné l'année dernière, aurait été 7e féminine cette année, avec son chrono. Wow. Donc le chrono les chronos étaient stratosphériques. C'est vraiment, je le remets dans son contexte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont félicité, qui m'ont dit que j'avais fait une belle course et que c'était beau, voilà la résilience que j'ai eue. Il y en a d'autres, peut-être qui n'ont pas recontextualisé, qui me demandent si je ne suis pas déçue d'avoir fait 4e. Il y a un moment en fait où il faut s'arrêter aussi aux places, il faut se rendre à l'évidence que le niveau est extrêmement élevé, et essayer de voir un petit peu, d'analyser le chrono, et Enfin, moi, j'essaie vraiment de me rassurer et de me dire que j'ai fait une très belle course grâce à ça. Ouais. Ouais. Déjà, je te rejoins totalement, tu vois, sur le finish de votre course, qui était exceptionnel, et même, tu vois, en prenant un petit peu du recul, je trouve que finalement, sur l'UTMB, quand tu te réveilles le matin à 7h, en fait, le podium, il est quasiment dit. Tu vois, alors il y a souvent il peut y avoir des dénouements, il y a eu des courses exceptionnelles, mais tu sais que c'est quasiment joué, et que bon, jusqu'à midi, 13h, les places, elles vont se garder, tu vois. Ouais, je t'arrête juste, il y a des statistiques qui avaient été faites. Il me semble que, je sais pas si c'est le top 3 ou le top 5, mais c'est à Champé. En fait, le top 5 ne change. Mais c'est même le top 10. Le top 10 ne change plus. Ne change plus. Et ça depuis quasiment toutes les éditions à Champé. Il ne change pas. Alors, après, il y en a qui grappillent quelques places, mais effectivement, comme tu dis, c'est vrai que c'est... la course, le top 10 est fait à Champé. Ouais. Et donc, Valorcine, j'en parle même pas. C'est un peu plié, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent la nuit.
Et je trouve, à l'inverse, ce que je trouve très agréable sur justement le format 100 km, c'est ça commence tôt et dès que tu émerges un petit peu de ta journée, tu vois, il est midi 13h, tu commences à te dire ok, je regarde, bah en fait il se passe plein de trucs quoi. Et la fin est hyper dynamique, donc d'un point de vue, je trouve expérience spectateur, télévisuel et tout, je trouve ça plus intéressant. Et ça se, tu vois, ça se ressent, ça s'est bien ressenti en tout cas chez vous, et ça c'était vraiment très chouette. Et après le deuxième point sur lequel je te rejoins, c'est le niveau cette année. Tu me demandais juste avant qu'on commence à enregistrer qu'est-ce qui a changé par rapport aux années, est-ce que tu vois une évolution? Et on parlait un peu du plutôt de la partie pro, média et tout, mais d'un point de vue athlète, le plateau il est exceptionnel, tu vois, et on pouvait difficilement s'attendre enfin, les niveaux sont extrêmement relevés, quoi. Donc, je peux te comprendre aussi que il faut remettre les. Enfin, je comprends très bien que tu veuilles remettre les choses dans leur contexte et que tu dises, bah voilà, j'ai fait un temps énorme. Tu fais presque une des meilleures courses de ta vie au niveau du temps et de la cote ou de l'index, tu vois. Je sais pas. Enfin, c'est sûr. On verra parce que je suis un petit peu en colère contre ceux qui font les index ITRA UTMB parce qu'elles sont pas trop en corrélation, mais ça c'est un autre débat. Donc je suis pas sûre de faire une très belle cotation, mais j'essaie vraiment de me rassurer sur le pacing et le chrono. Donc ouais, merci de rappeler tout ça et bravo, et je suis trop content pour toi que tu as t'es commencé que t'aies pris du plaisir malgré tout, tu vois, et dans un scénario pas facile. Et j'ai oublié ma question. C'est pas grave. T'avais 2 gros objectifs cette année, du coup je comprends un peu cette CCC et le gros événement qui est la Diagonale des Fous. C'est quelque chose que tu arrives plus facilement. Enfin, là, tu arrives, j'imagine, à la Diagonale des Fous, le plateau sera un peu moins relevé, tu vois. Et j'ai l'impression que la CCC, c'est quand même une course qui prend énormément d'énergie, parce qu'il y a un gros plateau, il y a beaucoup de monde, il y a les médias, il y a tout ça. Pourquoi tu as choisi cette course en course de préparation? Est-ce que c'est un choix un petit peu aussi, tu vois, j'imagine, sponsoring, médiatique, il faut faire la CCC, ou est-ce que justement c'était une course où tu t'es dit tiens, il va y avoir une compète de malade, ça va être ça va être une sacrée course hyper relevée. Comment tu as choisi un petit peu, je serais curieux un peu de savoir comment tu as fait, quelles sont un peu tes réflexions au début de l'année pour arriver cette semaine à Chamonix? C'est vrai que la première course que j'ai cochée dans mon agenda, dans le calendrier, c'était la Diagonale des Fous. J'avais vraiment envie de la faire cette année pour des raisons personnelles et puis sportives. Et puis de toute façon, c'est quelque chose une course que je voulais toujours faire. Donc ça a été un peu le point d'orgue et les autres courses se sont orchestrées autour. Mais je t'avoue que j'aurais eu vraiment une énorme frustration de ne pas pouvoir faire partie, de ne pas pouvoir prendre le départ d'une des courses de l'UTMB. Alors, pour être tout à fait transparente, hier, quand j'ai vu l'UTMB, j'aurais adoré y être. Mais voilà, je sais que la raison a pris le dessus. Je sais que c'était vraiment... pour moi, en tout cas, moi, de mon point de vue et pour mon corps, ça n'aurait pas du tout été raisonnable d'enchaîner 2 ultras à 1 mois et demi d'intervalle. Donc après s'offrait le choix de l'OCC ou de la CCC, mais j'aime quand même beaucoup les formats à 100 km. Comme tu dis, comme tu l'as bien répété, il y a toujours déjà on part pour une journée, il n'y a pas l'histoire de la nuit. Là en plus à l'UTMB, il y avait eu le froid, la pluie, etc. Nous au moins voilà, quand on prend le départ, on se dit on a une belle journée, on revient ce soir pour l'apéro, donc ça j'aime bien. C'est quand même assez dynamique, ça se court, comme tu dis, il y a de la compétition. Donc j'aime bien les formats 100 km. Cette année, je ne savais pas qu'il y avait un aussi gros plateau. Pour être encore une fois honnête, quand j'ai vu la start list, je me suis dit mais j'ai pas choisi ma bonne course parce que je suis pas quelqu'un. En fait, après coup, j'ai adoré. Je le répète. Finalement là, après la course et encore là à l'heure actuelle,
je suis extrêmement heureuse d'avoir participé à une course avec autant de densité parce que je me serais pas donné autant, j'aurais pas donné autant le meilleur de moi-même, me serais pas repoussée dans mes retranchements s'il n'y avait pas eu toutes ces filles autour de moi qui m'ont tirée. Mais avant la CCC, ouais, j'appréhendais, en fait, je savais que ça allait être difficile, que j'allais dans la combativité, et ça, je trouve ça dur mentalement. Il faut être vraiment frais, il faut être prêt à avoir le couteau entre les dents, et c'est pas quelque chose que j'ai forcément. Donc je l'ai pas fait, je suis pas allée sur la CCC pour la start list et le niveau, plutôt parce qu'en fait, une course UTMB, c'est les JO du trail. C'est déjà une chance de pouvoir y participer, et puis même tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour. Alors oui, c'est fatigant d'être dans les rues de Chamonix, d'avoir des sollicitations, les médias, les gens qui sont là, qui veulent des autographes ou des selfies ou nous arrêter, ça peut être fatigant, mais d'un autre côté, c'est tellement enrichissant. Moi, comme tu disais tout à l'heure, moi aussi, je suis une éponge à émotions, et j'adore, j'adore partager. Enfin, c'est ça aussi la beauté du sport. Donc c'était un petit peu mon lot de consolation. Bon, je peux pas faire l'UTMB, mais je peux quand même faire la CCC. Et finalement, la CCC, c'est une très belle course. Donc voilà pourquoi je l'ai choisie. Après, tu dis une course de prépa. Je sais pas si c'était un abus de langage, mais une course du TMB, on peut pas dire que c'est une course de prépa, on s'y prépare. Alors c'était effectivement un challenge de me dire que il faudrait que j'ai 2 pics de forme et fin août et mi-octobre, parce que c'est quand même assez rapproché, mais je vais pas dire que j'étais pas préparée, pour moi une course de préparation, on fait pas la période d'affûtage, on rentre dans un planning d'entraînement. Non, là j'essaie quand même de bien faire les choses. Ouais. Écoute, merci de partager ça. J'ai retrouvé la question que je voulais te poser juste avant. Elle m'intéresse beaucoup parce que, tu vois, tu as parlé un peu de cette difficulté à assumer ce rôle de favori, de première, de prendre les avant-postes. J'ai l'impression que cette année, c'était un peu l'année justement des... Peut-être pas des contre-attaquants et des contre-attaquantes ou des contreuses, mais en tout cas, plus je connais le monde de l'ultra, tu vois, et encore moi je suis un petit je découvre le trail, tu vois, mais plus j'ai l'impression que c'est extrêmement dur de prendre les devants et de les tenir, tu vois, et que j'ai l'impression qu'à quasiment tous les coups ça marche pas, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais pourtant je fais toujours la même erreur. Et de plus en plus, tu vois, j'ai l'impression que déjà naturellement être le premier, tu sais que ça soit en vélo ou dans tous les trucs, dans tous les sports de pilotage, et le trail en fait quand même partie sur les descentes, quand tu dois repérer le chemin, quand tu dois suivre quand t'es premier, que c'est toi qui ouvre la voie, j'ai l'impression que c'est toujours un peu plus dur que pour les autres qui ont juste à suivre et en fait à gérer leur effort en fonction du premier, tu vois. Et Tom Evans, ça a été un peu ce qu'il a fait, j'ai l'impression. Ruth Croft, non, je crois qu'elle a fait tout devant. Elle a fait devant, puis après elle s'est mise un peu en retrait et elle est repassée devant. Mais Ruth, c'est l'experte pour ça. L'année dernière, j'ai fait du TMB, elle y était, elle a pointé, je sais pas, peut-être Mathieu à côté, il saura mieux les détails, mais c'était lunaire à Courmayeur. Si je dis pas de bêtises, elle devait peut-être être à 1 heure de moi. Et finalement, à Champé, elle me double, elle était à 16 km/h. À partir de Courmayeur, elle a fait son début de course, et là, elle a doublé une dizaine de femmes pour finalement arriver deuxième, pas très loin finalement de Katie Scheid, alors qu'elle était très très loin. Là, je pense qu'elle a changé de stratégie parce qu'elle avait eu un petit peu de frustration d'être partie vraiment trop lentement. Mais effectivement, en fait, sur un ultra, et même sur des courses de 100 km, sur des courses... dès que c'est un petit peu plus long, puis même en fait toutes les courses, je pense, regarde même un sprint, ou même sur la piste, on voit qu'ils ont des stratégies où c'est pas forcément la meilleure des choses d'être devant. Non, c'est vrai que toutes les disciplines, en général, faut pouvoir en garder un petit peu pour la fin. Et toi, maintenant, bon, ça fait plusieurs années quand même maintenant, tu t'aimerais bien des fois être un peu sa petite souris et peut-être pouvoir refaire une course un peu incognito, être un peu la surprise. Là, tu l'as dit, Chamonix, c'est les JO du trail, mais c'est en France, tu vois. Donc toi, tu peux pas y passer inaperçu, tu vois. Et généralement, que ça soit sur un 100 ou sur un 100 km ou sur un 100 miles,
bon, bah, on regarde les Françaises, numéro 1, favorite, bon, bah, c'est Valentine, tu vois. Il y a plus le choix, t'as la casquette maintenant, à chaque fois. T'aimerais bien, des fois, ouais, avoir un peu ce statut d'outsider ou de challengeuse pour pouvoir passer inaperçu, faire une course un peu incognito et jouer la surprise, finalement. Ouais, franchement, j'aimerais. J'aimerais, hein. Après, je sais que c'est le revers de la médaille, donc on ne peut pas y couper. Mais oui, voilà, faire une course où on n'a pas de pression, on n'est pas attendu, on fait son petit bonhomme de chemin. Je pense que j'arriverai mieux à gérer, là, pour le coup, mes allures et mon pacing. Parce qu'en fait, moi, j'adorais faire une course de l'arrière et rattraper comme Sylvia a fait, par exemple. Parce que, effectivement, déjà, tu dis que c'est plus fatigant d'être devant, ça, c'est vrai. Et aussi mentalement, quand tu te fais doubler. Celle qui double a quand même l'ascendant mental sur celle qui se fait doubler. Et ça aussi, on n'y pense pas trop. C'est fatigant physiquement les tours novembre, mais aussi mentalement, parce qu'on se dit, bon, bah, ça va revenir, ou c'est moi qui mets le rythme. Donc, ouais, c'est pas forcément une bonne chose, mais comme je te dis, je pense que je me suis fait embarquer par... en plus, ça aide pas, quoi, là, sur les départs du TMD et de CCC, enfin, de toutes les 3 courses principales, je pense que l'OCC aussi. Les 10 premiers... femmes et hommes des cotations UTMB, ITRA, sont présentés un par un, mais 10 minutes avant le podium. Et là, on doit un peu faire... Enfin, on n'a pas forcément envie. On doit pas forcément faire le show, mais moi, c'est plus fort que moi. Donc, je fais un peu le show, je me mets devant. Et en fait, bam, j'étais partie dans un état d'esprit de mets-toi dans ta bulle, te focalise pas. Et là, ben voilà, on entend Vangelis, la voix de Ludo Collet. On est annoncé comme ultra favori. On est les tout premiers. Bah, en fait, je pense que j'ai complètement oublié mon objectif. Et en fait, je suis partie loin devant, mais j'adorerais pouvoir reprendre des courses où personne me connaît. Ça serait chouette. Mais tu vois, si c'est ça et si on me dit ok, tu as 2 choix en fait, soit bah, tu continues à faire des courses de haut niveau et t'es ultra favorite, mais en fait t'es ultra favorite, pourquoi? Parce qu'en fait t'as gagné plein de belles courses et que t'as ce palmarès, ou alors effectivement tu redeviens outsider, mais on t'enlève toutes tes victoires à ton actif. Bah non, en fait je préfère garder mon palmarès, toutes les émotions, toutes les belles choses que j'ai vécues et comme je veux dire, avoir cette petite pierre dans mon sac à dos en plus. J'accepte d'avoir ces petits kilos en plus de la pression de favorite. Ah ouais. Non, mais ça j'entends. Hein. Ça, c'est sûr que je me voyais pas retirer tout ton palmarès. Mais la question m'intéressait beaucoup parce que tu vois, il y en a que ça nourrit. Plus ils gagnent, plus ils ont envie de gagner et plus, tu vois, ils se sentent dans ce rôle de favori. Et au contraire, dès qu'ils vont à l'étranger ou dès qu'il n'y a pas une grosse start list et que dès que c'est une course au saucisson, il n'y a plus personne, ça les motive pas. Et d'autres, au contraire, bah, tu vois, qui aiment bien retrouver un peu de discrétion et de calme. Et j'aime bien comprendre aussi, tu vois, un peu ce qui nourrit. Et écoute, merci, parce que je trouve ça très déculpabilisant d'entendre qu'une grande championne comme toi se fait aussi avoir par les émotions. Moi, je sais plus si je t'en avais parlé, moi je me suis mis à 200% dans l'Aerox, ce mélange de crossfit et de course à pied. On a beau le dire 150 fois, le plus gros danger c'est de partir très vite, parce que c'est une allure semi-marathon, tu vois. Tu cours que 8 km, mais c'est à peu près ton allure de seuil qu'il faut tenir. Donc ça joue, faut être très précis, tu vois. Et moi, il m'a fallu 6-7 courses avant de vraiment bien me concentrer, ne plus me faire avoir et faire un bon truc. Et arriver à la première station, être le 20e de ma vague, et me dire c'est pas grave, je regarde le mec qui est 3 places devant moi, et je me dis, bah ok, dans une station supplémentaire, lui, je l'ai rattrapé, je re-regarde le mec de 3 places devant moi, etc. Donc... Ouais, mais comme tu dis, c'est pas facile. Hein. Ouais. Et puis les hommes, alors je veux pas faire. C'est encore plus difficile parfois parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ego aussi qui a du mal à. Ouais, je pense que je vais en avoir aussi pour partir. J'allais te le dire, mais oui, c'est sûr. Oui, puis on dit que les hommes sont moins enclins aux émotions. La petite musique dans le sas de départ et les gens autour qui t'encouragent et boum, je pars comme une bombe. Ça s'appelle un peu de l'impulsivité quand même. Je vis ma vie avec quelqu'un d'un peu hypersensible, donc je sais que ça ne concerne pas que les femmes.
T'as fait beaucoup de volume cette année. T'as un statut qui a changé. On s'était vu il y a 1 an, on avait fait une très très belle interview. Et tu me disais que là, c'était tes derniers mois en tant que gynéco, que tu me racontais un peu le rythme de tous les accouchements que tu faisais, des nuits, des gardes. Et les gens étaient bluffés. On a reçu peut-être des messages par dizaines. Je pense qu'on a quasiment 100 messages qu'on a reçus de femmes, d'hommes qui nous ont dit « Mais waouh, je savais pas le rythme endiablé que Blandine pouvait avoir. » Et c'était hyper motivant pour plein de se dire on peut s'entraîner, on peut atteindre le très haut niveau en ayant un rythme professionnel malgré tout. Là, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce que tu as fait plus de volume? Est-ce que tu as juste mieux récupéré? Si on devait faire un peu la grosse photo de cette année, elle ressemble à quoi? Ouais, donc pour en revenir à ma vie professionnelle, effectivement, je faisais quand même beaucoup de... Enfin, tout le monde pensait, en fait, quand je disais que j'étais gynécologue, que j'étais en cabinet libéral et que je faisais... que je faisais des consultations. Mais en fait, comme tu dis, je faisais plutôt des gardes, des astreintes et de la chirurgie. Et si j'ai arrêté là cette année, c'est pas tant parce que je voulais me consacrer 100% au sport, je voulais arrêter de travailler, etc. C'est surtout qu'en fait, j'avais envie de changer mon activité professionnelle, de faire une transition de tout le côté chirurgical plutôt vers une spécialité qui n'existe pas vraiment encore, mais que j'ai envie de démocratiser, plutôt la gynécologie pour les sportifs, la gynécologie du sport. Et en fait, quand on s'était vu, je ne sais pas si j'étais toujours à temps plein, mais l'année d'après, ça commençait à être un peu difficile à faire les deux, donc j'avais diminué un peu mon activité professionnelle, je faisais du temps partiel. Sauf qu'en fait, la chirurgie en temps partiel, c'est pas possible, en fait. On perd la main et je commençais à plus être très sûre avec mes gestes. Et là, on parle pas... on parle quand même de vie de bébé, de jeune femme. Et j'avais une peur... j'avais la boule au ventre à chaque fois que je devais aller en garde, de me dire j'espère que rien de grave que je ne saurais pas gérer va se passer. Donc je vous rassure, je suis partie, je n'ai pas de casserole aux fesses, mais c'était vraiment ma hantise et je me suis dit je veux pas revivre ça. Donc soit tu te remets à 100% à la chirurgie et tu pratiques l'obstétrique, soit finalement en fait c'est pas grave. Quand j'ai choisi la spécialité de gynécologue obstétricien, je l'ai choisi parce que je savais que c'était une spécialité très large, très vaste, et que je pouvais effectivement faire de la chirurgie parce que moi j'adorais le côté technique, mais que je peux aussi bien me mettre en cabinet, je peux faire de l'échographie, je peux faire de la PMA, j'ai plein de choses que je peux faire. Donc je me suis dit tu vas être tout à fait aussi épanouie, même si c'est moins cow-boy, t'inquiète pas, ta vie est déjà assez remplie comme ça. Et ouais, je me suis mise à m'intéresser un peu aux spécificités gynécologiques des sportives, et là je suis rentrée dans le néant absolu, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait, et une demande de dingue de femmes qui étaient complètement perdues, qui me demandent plein de choses. Et en fait, je suis rentrée dans cet engrenage. Donc là, cette année, c'est un peu la transition au niveau professionnel. Donc je ne change pas vraiment de métier, mais de spécialité dans mon cadre de gynécologue. Et donc, excuse-moi, je voulais juste faire l'aparté là-dessus. T'as bien raison. Et finalement, pour répondre à ta question, est-ce que alors forcément oui, je pense que j'ai un petit peu augmenté mon volume, mais pas beaucoup plus que l'année dernière. Il est par contre un peu plus cadré. En fait, j'ai surtout des gros blocs de volume. Tu vois, j'ai pas fait beaucoup de volume cet hiver. Je m'entraînais pour les crosses. Il a commencé un peu à augmenter pour le 90 km, parce que j'ai fait le 90 km du Mont Blanc à la fin juin. Et puis après, effectivement, pour la CCC. Et là, pour la Diagonale des Fous. Mais à mon avis, la Diagonale des Fous, ça va être beaucoup de randonnée et du coup, donc... peut-être qu'il a augmenté sur certaines périodes de charge, mais finalement, dans l'année, je ne sais pas si ça a augmenté beaucoup. Par contre, la récupération, oui. Et en fait, le stress, je me sens beaucoup plus apaisée. Comme je te dis, les gardes et les astreintes, c'était très stressant parce que, on a quand même des cas... c'est des... J'aime pas dire ça parce qu'on peut croire que j'exagère, mais vraiment, tu joues avec la vie. Enfin, tu joues pas, mais tu as la vie des mains entre tes doigts, et c'est encore... Il y a certaines spécialités médicales où c'est pas forcément le cas. Vraiment, la gynécologie obstétrique, oui, quand on t'appelle pour un accouchement, qu'il y a un bébé qui est en hypoxie sévère, ou que la maman est en train de perdre 5 litres de sang, là ouais, c'est quand même assez... on oublie... Excuse-moi, je te coupe, mais on oublie que
il y a 5 siècles en arrière, une des causes de mortalité les plus... La cause de mortalité. La cause de mortalité numéro 1, c'était les accouchements. C'était l'hémorragie de la délivrance chez les femmes. Donc oui, alors heureusement, maintenant, la médecine a évolué. Mais donc ça, j'ai moins ce stress. J'ai le stress en moins. Et puis aussi, ce qui est hyper agréable, c'est... j'ai eu beaucoup de sollicitations cette année. Alors, au niveau sportif, mais aussi je pense que ça a pas mal plu ça a pas mal j'ai mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Il y a beaucoup que ce soit des coachs, des managers d'équipes féminines, même des médecins, des kinés qui veulent faire des colloques sur le sport au féminin, etc. M'ont pas mal sollicité. Et puis après aussi au niveau sportif, et c'est aussi hyper agréable de pouvoir souvent dire oui et de pas avoir ce problème d'être non, là je travaille, je peux être disponible que ce week-end, d'avoir du temps de libre en fait. Ok. Ouais, du coup, d'avoir une vraie récupération, de pouvoir penser à autre chose et de te libérer l'esprit. Exactement. Quoi. Et donc j'ai eu la chance que Mathieu aussi a pris une année off, parce que moi je voulais que ça se partage à deux. Je voulais qu'on en profite tous les deux. Et puis il est hyper, c'est un acteur principal. Hein. Lui, il me soutient. Il est dans l'ombre, mais heureusement qu'il est là, parce que j'en serais pas là aujourd'hui sans lui. Et en fait, on a pu. J'ai eu la chance d'avoir un pied-à-terre à Font-Romeu, donc en fait, on a pu passer une bonne partie de l'année à Font-Romeu, et on a vécu plein de choses. C'est vraiment un très bel endroit, donc on a passé un bon moment. Ouais. Ça s'est professionnalisé aussi. Souvent, les athlètes, quand ils vont à Font-Romeu, ils font beaucoup de tests, ils rencontrent beaucoup de. Il y a beaucoup d'experts aussi performance qui sont là-bas. Il y a des petites choses que tu as ajustées, si on parle d'un point de vue sportif. En fait, je me suis offert une convention là au CREPS, donc au Centre régional d'entraînement physique et sportif, le CNEA. Je ne sais pas trop la différence entre... CREPS de Font-Romeu et CNEA, c'est le Centre national d'entraînement en altitude, où je peux avoir accès à une salle de sport, au sauna, au bain froid, au kiné. Donc ça, c'est bien quand même, comme tu disais, au niveau de la récupération. J'ai pu aussi faire des tests d'effort pour réévaluer mes zones d'intensité, etc. Et effectivement, là, sur quelques séances, j'ai pu tester l'hypoxie. J'étais curieuse de voir ce que ça allait donner. Et puis, je trouve qu'on s'entraîne pour de l'ultra. À la fin, c'est un peu chronophage. On fait des sorties longues, on fait des séances en tempo, des sorties longues. Et en fait, là, de faire un peu de séances en hypoxie sur tapis où il y a plein de moules autour de moi. En plus, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il y avait Jimmy Gressier. Enfin, il y avait toute l'équipe de France là qui va se retrouver sur les mondes. Tout le monde était venu pour s'entraîner à Font-Romeu. Alors, on est vraiment dans un univers. Alors, c'est bien à court terme. Sur quelques semaines, quelques mois, parce que tout gravite autour de l'excellence sportive, beaucoup en athlétisme. Mais je pense pas que j'y vivrai, parce que ça, toute l'année, normalement, on a envie de voir autre chose, de penser aussi un peu à autre chose que la performance sportive. Mais là, c'était vraiment exceptionnel. Et je sais pas si... tu as vu une joggeuse, je sais pas si elle t'en a parlé, mais je l'ai croisée aussi à Font-Romeu. Elle est pareille, elle était dingue. Elle avait l'impression, dans la rue, on croise toute l'équipe de France d'athlétisme, et pas que de France d'ailleurs. Hein, c'est international, et ça, c'est sympa. Ouais, ça me motive. Là, quand je vous entends, j'ai très envie d'aller faire un petit stage et de m'offrir ce cadeau-là. Si je reviens rapidement sur la partie gynéco, t'en as beaucoup parlé, tu sensibilises beaucoup. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup d'idées reçues à combattre ou à remettre au centre du sujet. Est-ce que la recherche scientifique, elle a avancé ? Moi, le truc qui m'avait le plus marqué dans notre entrevue, tu m'avais dit que 9 études sur 10 sur les sportifs et les sportives étaient soit faits sur des populations mixtes, soit sur des populations masculines. Et qu'il y avait à peine 10% d'études qui étaient faites uniquement sur des populations 100% féminines, et que du coup, beaucoup d'études scientifiques n'étaient pas nécessairement valables pour les femmes. Est-ce que c'est en train de changer progressivement ? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles recherches ou des nouvelles avancées par rapport à ça ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'empirisme, tu vois, de personnes comme toi, d'athlètes, de gynécos aussi à l'étranger, beaucoup dans les pays nordiques où, tu vois, il y a des avancées.
Puis il y a des gynécos qui disent non, mais j'ai accompagné une vingtaine d'athlètes enceintes, elles peuvent complètement courir ou elles peuvent complètement faire du sport, par exemple. Mais j'ai l'impression que ça reste très empirique. Est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que les choses vont dans le bon sens de ton point de vue? Ouais, je vois que t'as bien retenu, effectivement. C'est 10% des études qui concernent que les femmes versus 90% pour mixte et ou hommes seuls. Et en fait, si on prend dans les études scientifiques qui concernent le sport, enfin les études scientifiques sportives, si on prend toutes les cohortes, tous les cas, les patients et les cas qui ont été examinés, il n'y a que 30% de femmes, alors que normalement, statistiquement, on est 50-50. Mais en fait, ça, c'est des données qui datent d'il y a maintenant quelques années. Et l'évolution, là, si je devais te confirmer et te donner des chiffres bruts, en fait, j'en aurais pas forcément, parce qu'il faudrait qu'il y ait une étude de 2024 là, qui soit sortie et qui regardait avec les nouvelles études, je sais pas, de 2020 à 2024, si maintenant on arrive à avoir l'équité dans les populations étudiées, les études scientifiques. Mais par contre, oui, moi, je le vois à ma propre échelle, qu'effectivement, de plus en plus... Alors, je suis peut-être aussi biaisée, parce que forcément, les études qui concernent les femmes et le sport me vont plus facilement directement dans ma boîte mail ou dans mes oreilles. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Là, il y a une grosse étude à La Réunion qui se fait sur le REDS, donc le déficit énergétique chez les femmes avec des troubles du cycle menstruel, etc., chez les femmes traileuses. Je te dis ça là parce que je l'ai vu passer récemment, elle n'est pas encore sortie, mais je vois aussi pas mal d'études qui sont faites uniquement chez les femmes. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est pas du tout... on veut pas... entre guillemets, dépasser les hommes. Nous, ce qu'on veut pas, c'est forcément qu'il y ait 80% de femmes et seulement 20% d'hommes. Ce que je veux juste expliquer, c'est que jusque-là, de toute façon, l'entraînement, la récupération, toutes les choses qu'on met en place dans le sport, on se base sur des études scientifiques. Sauf que les études scientifiques, comme je le répète, en fait, elles sont faites chez les hommes. Et donc, les hommes étaient devenus... Les études scientifiques effectuées sur le sexe masculin étaient devenues la référence. Et en fait, ça doit pas être la référence. La référence doit être le mixte. Et moi, donc, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des études 100% féminines pour commencer un peu à équilibrer. Et parce qu'en fait, on se rend compte que... que la référence, comme je le dis, c'est le mixte. Pareil, le mot spécificité, je l'aime pas l'employer, il n'y a pas de spécificité féminine. Ou alors, dans ce cas-là, il y a des spécificités féminines, des spécificités masculines, et au milieu, la physiologie qui est en commun. Mais parce que dans ce cas-là, il y a aussi des spécificités masculines. Bien sûr. Et encore une fois, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là, juste avant. Mais si on doit utiliser le mot spécificité féminine, c'est qu'en fait, la référence est masculine. Donc, là, il y aura des spécificités féminines. Et moi, ce que j'aimerais qu'un jour, c'est qu'on dise, qu'on fasse des études et qu'il y ait même des médecins comme moi, mais donc plutôt pas forcément, du coup pas gynécologue, mais qui disent, moi, je fais des études sur les spécificités masculines. Et ça voudra dire qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a une base, parce qu'on n'est pas non plus si différents. Hein. On a quand même beaucoup de choses en commun, nous les hommes et les femmes, et que ce soit la référence, et qu'après on se rend compte que parce que en plus il y en a des spécificités masculines. Moi j'en ai en tête. Bien sûr. Donc je me suis un peu éparpillée, je sais plus c'était quoi exactement Non mais t'as bien fait de me reprendre, t'as bien fait de reprendre mon vocabulaire. Tu vois, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Non mais je suis même pas sûre que tu l'aies dit, mais c'est que même moi je l'emploie très souvent, et ça me... À chaque fois que je dis spécificité féminine, ça me dérange. J'aimerais qu'un jour on arrête de dire ça. Ou alors, dans ce cas-là, on dit aussi spécificité masculine, au même titre que féminine. Mais oui, pour en revenir à ta question, je pense qu'il y a de l'évolution, mais ça n'a pas été... Je ne peux pas vraiment l'évaluer parce que ça n'a pas encore été chiffré. Mais bon, si c'est le cas, on n'en est pas encore à l'équité totale. Mais écoute, ce qu'on pourrait mesurer, moi j'ai des petits outils d'analyse de sujets sur les réseaux sociaux, sur le web et tout, et je pourrais peut-être te dire si des associations de mots-clés, tu vois, sont de plus en plus souvent utilisées sur les réseaux sociaux, tu vois, typiquement le nombre d'articles de blog où on voit cycle menstruel et le mot sport ou le mot trail qui sont dedans, mais tu vois, c'est hyper important pour moi qu'on se bouge un petit peu en France, parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, on est le pays leader dans le monde du trail et de l'ultra. Et
l'UTMB fait par exemple, tu vois, un de ses combats majoritaires, tu vois, l'inclusion et d'avoir plus de femmes en participantes. Bon, bah, peut-être que tu vois aussi financer un peu les études scientifiques ou financer la création de contenu autour de ça, ça serait un des meilleurs vecteurs pour accélérer en tout cas le processus, quoi. Donc c'est important qu'on en parle. Voilà. Ouais, l'UTMB, ils font quand même pas mal ils bougent quand même pas mal les choses. Ouais. Ils ont mis des politiques de santé concernant la grossesse pour les femmes, mais aussi pour les futurs papas. Ça, je trouve ça aussi bien, parce que c'est-à-dire que si un homme a enfin le Graal et a enfin son dossard pour l'UTMB, mais que sa femme, que sa femme est enceinte au moment de l'UTMB et qui doit renoncer, il pourra s'inscrire l'année d'après. Donc ça, c'est bien aussi pour les hommes. Et puis après, les femmes, si elles sont enceintes, elles pourront aussi reporter leur dossard. Sur les zones de ravitaillement, ils avaient mis en place des protections hygiéniques, des soins intimes, des choses pour des endroits pour pouvoir se changer. Donc ça aussi, c'est bien. C'est ce qui manquait sur les autres éditions et sur beaucoup de trails. Moi aussi, j'ai été contactée par la commission médicale de l'UTMB. Alors malheureusement, ça a été un petit peu tard et ils n'ont pas eu le temps de les imprimer, mais pour faire des fiches santé et qui mettront sur le site. Et en fait, ils voulaient les imprimer et les distribuer au large public, mais ils n'ont pas eu le temps. Mais comme on peut voir sur des hydratations, ampoules du trailer, etc. Et en fait, là, on va travailler pour faire déficit énergétique, le trouble du cycle chez la femme traileuse, grossesse et trail, incontinence urinaire et trail, et c'est chouette. Donc on est en plein travail là-dessus et je trouve ça bien qu'ils mettent ça au même titre que l'hyperthermie du sportif. Donc ils font un peu bouger les choses et ça c'est bien. Ouais. Écoute, merci de le dire. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens être très durs, assez difficile, je trouve, avec l'organisation de l'UTMB. Moi, j'ai un avis qui est très différent là-dessus, très positif. C'est une société qui est créée par des gens un peu plus âgés, qui viennent pas du monde de la finance aussi, je trouve qui sont encore présents sur les courses, à partager leurs valeurs, à rappeler les valeurs aux équipes. Je trouve que les gens sont très durs, et notamment sur les sujets de l'écologie. Le public trailer est le public le plus exigeant au monde en termes d'écologie, et que j'invite ces gens à aller voir un match de foot ou à aller voir une course de Formule 1. Ça fait très très mal au cœur, et je trouve que c'est dommage en fait de s'en prendre à une organisation qui fait bien les choses, qui essaye de grossir quand même. Bien sûr, il y a des enjeux, il faut être honnête, mais je trouve que la valeur ajoutée de ce que ça apporte au monde, en termes de valeur, en termes de beauté du sport, en termes de paysage, en termes de connexion à la nature, je trouve que ça vaut le coup. Je dis pas qu'il faut 20 UTMB partout dans le monde, je pense pas, mais je pense que c'est une entreprise qui apporte plus qu'elle ne cause de troubles. Voilà, en tout cas, je le pense. Et dans le monde du sport, il y a, je pense, 20 autres organisations sur lesquelles on peut taper avant de choisir l'UTMB. Donc merci de dire que sur cette partie-là, ils font des super bonnes choses. Désolé, c'était mon petit truc de fin de... T'as raison, mais c'est un sujet un peu touchy, l'écologie, et je m'étalerai pas là-dessus. Mais... Ouais, bien sûr, mais... Non, mais tu vois, c'est quoi le problème ? C'est 10 000 coureurs qui viennent à l'UTMB cette semaine, ou c'est les 2 millions de touristes étrangers qui viennent en France skier chaque année, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est deux poids, deux mesures. Après, effectivement, il y a une grosse problématique écologique, et je pense que ceux qui veulent prôner ça, en fait, se servent de l'UTMB parce que le Davitrim est énorme, et que peut-être, ils se serviront pas des courses un peu plus petites qui vont être moins impactantes peut-être au niveau plus impactantes au niveau écologique, mais parce que l'UTMB c'est une porte d'entrée très facile pour se faire entendre. Je pense que c'est aussi ça. Donc non, c'est comme je te dis, je rentrerai pas. J'ai du mal en plus à me positionner. Je comprends un petit peu toutes les positions. Il y a même pas mal d'athlètes élites qui... pas mal, il y a quelques... Je ne citerai pas de nom, mais je pense que tout le monde voit où je veux en venir. Mais il y a des athlètes élites qui font l'obstacle, qui ne vont pas participer à l'UTMB. L'impasse, voilà, merci. Sur l'UTMB à cause de ces raisons-là.
moi je n'ai pas encore réussi à passer le cap. Je trouve que ça donne. Il faut tous faire des efforts, chacun à sa manière, mais moi c'est tellement incroyable ce que nous donnent les émotions. Aucune course ne ressemble à l'UTMB. Et après, comme j'ai dit, j'ai parlé un peu de la politique santé de la femme de l'UTMB, mais à l'UTMB aussi, ils essaient de faire quand même beaucoup de choses pour l'écologie. Ils essaient de faire au mieux, mais oui, c'est vrai qu'un événement comme ça, on peut pas être 100% vert, ouais. Mais bon, on peut passer à l'autre sujet. Ouais. Non, mais voilà. De toute façon, j'ai dit mon avis, ça n'engage que moi. J'essaye aussi, tu vois, de prendre un peu de recul par rapport à la situation et de comparer avec d'autres choses que je vois ailleurs. Écoute, il y a deux petits créneaux déjà pour le mot de la fin. Déjà, je voulais te remercier un petit peu pour tout ce que tu fais, tu vois, sur le sport au féminin, sur tout ce que tu développes. Et moi, je m'en suis rendu compte de l'impact et de la portée de tes mots la première fois qu'on s'était rencontrés. Je te fais un mini feedback d'ailleurs. Je t'avais posé la question, est-ce que toi, tu t'entraînes en fonction des moments de ton cycle? Tu m'avais dit non, pas spécialement. Et il y a de plus en plus d'entrepreneuses qui le font. Ça te faisait sourire en début d'interview, mais qui vont se dire, tiens, cette semaine, j'ai plus confiance en moi, donc je vais plus faire de commercial. Cette semaine-là, je dois moins prendre de décisions. Du coup, je fais de la compta ou des petites tâches un peu plus administratives, un peu plus répétitives. Et je vois de plus en plus de femmes, en tout cas, qui sont à l'écoute dans tous les domaines. Et je pense que le sport apporte beaucoup dans la gestion un peu de la performance et de l'optimisation. Toi, ça n'a pas changé? T'es toujours... Peut-être que ça a un petit peu évolué, ta vision par rapport à ça? En fait, ce qui est compliqué avec ça, et encore une fois, hier, j'ai fait un podcast, et puis voilà, on a beaucoup échangé sur tous ces sujets-là depuis quelques jours. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, en fait, dans la théorie, c'est super beau. Oui, effectivement, on a, la femme a tellement la chance d'avoir des sécrétions vraiment variées d'un jour à l'autre au niveau testostérone et progestérone, d'avoir vraiment cette fluctuation, alors que chez les hommes, la sécrétion de testostérone, elle est plutôt continue. Donc, finalement, il n'y a pas tellement à varier en fonction de ça chez les hommes. Et chez les femmes, oui, on pourrait tellement jouer juste avant l'ovulation. C'est là où il y a il y a une fenêtre anabolique au niveau musculaire où on va être plus sur des efforts d'intensité, de vélocité, de force, alors que plus on va être sur de l'endurance à l'approche des règles. Après, au moment des règles, on va plus se calmer, faire un peu d'étirement, de yoga, de relaxation, etc. Mais en fait, c'est très compliqué dans la vraie vie parce que en fait, chaque cycle est différent et chaque femme est différente. Et chaque femme ressent différemment aussi. C'est pas vraiment une généralité. Moi, j'étais assez étonnée du nombre de femmes finalement qui se sentent plus fortes et plus énergiques au moment de ces règles, par exemple. Alors que on pourrait avoir tendance à croire que finalement pendant les règles, il faut se reposer, on est fatigué. Et donc voilà, chaque femme va ressentir un petit peu des sensations différentes pour chaque cycle, en fonction de ses cycles. Et puis en plus, d'un cycle à l'autre, des fois, ça peut varier. Et en plus, dans le sport, ce qui est différent de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a les compétitions. Donc, en plus, s'ajoutent les compétitions. Donc, autant en ultra-trail, si on en fait un par an, on peut réussir à jouer avec ça. Mais si on fait des courses toutes les 2 semaines, on ne peut pas jouer... c'est compliqué de jouer avec les cycles menstruels. Si jamais la course elle tombe au moment des règles ou si la phase si la phase où on est avec les hormones au top arrive juste avant la course, non, on va se reposer, on va pas profiter de cette fenêtre anabolique. Donc en fait c'est compliqué. Moi je pense qu'il faut faire, c'est de s'écouter en fait, de savoir le jour, quand on se lève ou même les jours d'avant, souvent on le sent arriver, un syndrome prémenstruel, on le sent arriver, et puis même et puis les règles aussi. Est-ce que là je suis fatiguée? Oui, non. Est-ce que je me sens comme ça? Et que ce soit peut-être un argument supplémentaire. Ah bah là je suis fatiguée, et puis en plus j'ai une petite tension là, et puis ah bah tiens j'ai mes règles. Bon allez, aujourd'hui je fais repos. Ça doit être aussi un argument supplémentaire. Là je me sens bien. Je suis au taquet, je sais pas ce qui se passe. Ah ouais, on est au 14e jour. Je devais faire là je devais avoir une semaine de repos. Non, de toute façon la compétition est loin, je me suis reposée un petit peu avant. Non, je peux essayer de faire je vais faire un peu de muscu. Mais
Mais pas. Enfin, c'est vrai que je pense que c'est compliqué de vraiment faire un schéma et de faire toutes les choses toutes les semaines, enfin tous les mois, le même entraînement en fonction des cycles parce qu'il y a trop de variantes. Ok. Je te pose une toute dernière question sur le sujet. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont prendre des pilules, tu sais, qui te bloquent les règles tout le temps? Pour ne plus avoir Notamment dans le sport, tu vois. Alors, parce que j'en ai entendu parler là cette semaine. Ça m'a un peu surpris. Je savais même pas que ça existait en fait. Si. De toute façon, la contraception, donc il y a plusieurs sortes de contraception, je vais pas m'étaler, mais après il y a la pilule contraceptive. Il y a 2 types de pilules, celles qui donnent les règles entre guillemets et celles qui les donnent pas. Il faut juste savoir que celles qui donnent les règles, en fait, c'est pas des vraies règles. Donc de toute façon, les deux ce sont des règles. Enfin, les deux sont des hormones de synthèse et en fait notre système hormonologique et gynécologique est de toute façon mis à l'arrêt et les hormones qu'on apporte sont exogènes. Bien sûr qu'il y en a qui les prennent, mais j'ai du mal à comprendre ta question. Est-ce qu'elles les prennent juste pour ne plus avoir ces règles pour s'entraîner ou pour l'effet contraceptif? Pour l'entraînement, tu vois, d'avoir ce choix de... Ouais. Bah, tu vois, ça dépend. Il y a plusieurs cas de figure. Tu vois aussi pareil, on m'a posé la question, est-ce que la pilule, ça peut être bénéfique ou justement avoir un impact négatif sur l'entraînement? Et moi, je dis en fait, ça peut avoir les deux. Ça dépend du contexte. On va en donner deux. Il y a le contexte où finalement on n'a pas forcément besoin de contraception et nos cycles se passent plutôt bien, mais on prend la pilule parce qu'en fait, la première fois qu'on allait voir le gynécologue à 17 ans, il nous a donné la pilule et on n'a pas trop su pourquoi. Mais en fait, à côté de ça, on a des troubles de l'humeur, on a des troubles de la libido, on se sent ballonné, on a pris du poids, on a des œdèmes des membres inférieurs, etc. Là, peut-être qu'effectivement, ça va avoir un impact négatif sur la performance sportive. Après, effectivement, il peut y avoir un impact positif si, en fait, des femmes se plaignent. Alors, soit elles ont de l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est une pathologie gynécologique, je vais le faire très court, mais voilà, qui se déclare par des douleurs très importantes au moment des règles, mais pas que, aussi en plein cycle avec parfois des hémorragies si c'est couplé avec de l'adénomiose, des douleurs au moment des rapports sexuels, au moment de la défécation, au moment des urines, quand on va quand on va aux toilettes, etc. Et là, crois-moi, quand on est en crise, quand on a de l'endométriose, c'est très compliqué d'aller s'entraîner. Après, je te donne un cas extrême, mais il y a des femmes aussi qui souffrent, qui ont vraiment des règles difficiles parce qu'elles perdent beaucoup de sang ou qu'elles sont douloureuses, d'autres qui ont un syndrome prémenstruel, donc un SPM très marqué avec des énormes variations de l'humeur, des œdèmes des membres inférieurs, de la grosse fatigue. Bref, toutes celles pour qui leur cycle menstruel, elles n'arrivent pas à s'en dépatouiller et que c'est vraiment un biais pour l'entraînement. Là, le fait de prendre la pilule, effectivement, ça va pouvoir permettre de calmer tout ça. Et ensuite, je crois que c'est peut-être là où tu voulais en venir. Est-ce que le fait de prendre une pilule pour couper les règles, si elles arrivent au moment d'une compétition. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Effectivement, il y a des femmes qui prennent une pilule œstroprogestative, donc celle qui fait venir des hémorragies de privation, et en fait qui vont enchaîner leurs plaquettes si jamais dans les calculs, les règles doivent arriver au moment de la compétition. Exceptionnellement, moi ça me choque pas. Tu vois, si c'est l'UTMB, que ça fait un an qu'on se prépare et que bam, ça tombe sur les règles et qu'en plus on les vit mal. Après, si on les vit bien, les règles, logistiquement parlant, c'est un petit peu compliqué, effectivement, parce qu'il faut se changer. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que si on les vit mal, si on perd beaucoup de sang, si on est fatigué, si on a mal, exceptionnellement, on peut enchaîner les 2 plaquettes. C'est pas très grave, c'est pas à cause de ça qu'on va avoir des effets secondaires, qu'on va devenir infertile, qu'après les règles vont pas revenir. Par contre, je ne conseillerais pas de le faire tous les mois, quoique parfois il y a certaines indications pour certaines pathologies qui le font et c'est tout à fait accepté par la médecine. Et puis voilà, après, prendre une contraception en continu pour plus jamais avoir ces règles, ça me choquerait pas, mais c'est vraiment la seule chose où je voudrais vraiment pointer du doigt, c'est qu'il y a un syndrome qui existe dans le sport, encore plus dans le trail, parce que le trail est un facteur de risque parce qu'on consomme énormément d'énergie et on fait beaucoup d'entraînement qui s'appelle, et puis les femmes
plus atteindre que les hommes, c'est le RED-S. Donc, je ne sais pas si tu as déjà évoqué ça dans un des podcasts, mais c'est un déficit énergétique en lien avec le sport, c'est-à-dire qu'on se dépense plus, donc avec l'activité physique, mais aussi la vie de tous les jours, le métabolisme de base, que ce qu'on apporte en termes de nutrition. Et en fait, à long terme, le corps se fatigue extrêmement. Chez les femmes, la première chose qu'on va voir apparaître, c'est la disparition des règles. Je voulais aussi dire que c'est fréquent chez les hommes, et là, ça devient aussi... Quand je voulais parler spécificité chez les hommes, il y a aussi un signe chez les hommes, c'est la perte d'érection matinale et la perte de libido. Donc j'aime bien le préciser parce que je suppose qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui vont écouter et ça doit aussi mettre la puce à l'oreille. Et puis en fait, il y a plein d'autres symptômes aussi qui viennent avec. Des blessures à répétition, des infections à répétition, des troubles digestifs, des troubles de la mémoire au niveau neurocognitif, cardiovasculaire, etc. Bon, je suis pas là pour parler du RED-S. Ce que je voulais juste dire, c'est que prendre la pilule, ça cache en fait, parce que du coup, effectivement, on voit plus nos règles. La femme a vraiment la chance d'avoir cet examen clinique gratuit tous les mois de santé. C'est les règles. Si on a les règles, on sait qu'on est en bonne santé. En fait, prendre la pilule en continu, on a plus notion de savoir si on a ces règles ou pas et savoir si on peut souffrir éventuellement d'un RED-S. Et je dis ça parce que alors c'est difficile d'évaluer entre la prévalence, parce que ça va dépendre des études, des cohortes, des sports, des femmes et tout, mais en tout cas ça va de 30 à 80% quand même des athlètes qui sont concernés, donc c'est extrêmement fréquent. Donc ce serait une des raisons pour lesquelles ça me dérangerait de prendre une pilule si derrière il y a quand même des risques de ce syndrome. Ok. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer, de me faire une petite leçon et je suis sûr que ça me sert. En tout cas, j'apprends plein de choses et je comprends mieux le fonctionnement du corps et les enjeux aussi qui se jouent. Et c'est vrai que j'entends de plus en plus de femmes sportives dire oh non, mais moi ce mois-ci j'ai pas eu mes règles, et comme si c'était pas du tout étonnant. Et effectivement, ta parole a beaucoup de valeur, je trouve. Donc merci de partager tout ça. T'as un examen médical et j'étais déjà retardé. J'arrive la dernière minute. C'est des petites questions un peu rigolotes. Tu préfères ou tu préfères? Tu réponds en un mot. Ça va durer 1 minute. C'est un petit peu rigolo, voilà. C'est un tout petit jeu. Est-ce que t'es prête? Mais ouais, allez. Allez, plutôt tartiflette ou raclette? Raclette. La bière avec ou sans alcool? Pas avec, sinon c'est plus une bière. Blanc ou rouge? Ah, rouge. Pastis ou mojito? Mojito. Montée ou descente? Montée. Montagne en été ou montagne en hiver? Ah, bon, c'est dur. L'été, parce que j'aime bien l'été. Courir le matin à 5h ou le soir à 23h? Le matin à 5h. Oh, quand je vois des gens en ville, ça c'est très parisien. Hein. quand je vais dans les villes et que je vois des gens courir. Déjà, la première chose qui me vient à l'idée, c'est mais pourquoi ils font ça? Et la deuxième chose, c'est beaucoup de respect, parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, s'il court à 23h, c'est qu'il a bossé toute la journée, qu'après il a récupéré les enfants, qu'il n'a pas le choix. Et donc, je suis un peu entre deux chaises en me disant, soit il est fou, soit il est juste admirable. Mais moi, moi, 5h, je préfère. Avec ou sans bâton? Ah! À l'heure actuelle, c'est difficile de répondre parce que là, je me prépare. Moi, je t'aurais dit avec. Je vais pas préciser quoi, mais... c'est vrai. Non, mais quand on commence à s'entraîner avec des bâtons, on ne peut plus s'en passer. Sauf que là, la diagonale des fous, ce sera 180 km sans bâton. Donc, il va falloir que j'apprenne sans. Gagner l'UTMB ou gagner la diagonale? L'UTMB. Ravito 100% saucisson ou ravito 100% chocolat? Je penserais plus chocolat, ouais. Ok. Se perdre en montagne avec un GPS qui parle en chinois ou avec une carte dessinée par un enfant? Ça va être marrant, la carte dessinée par un enfant. S'il y a des petits cœurs et des licornes, j'aime bien. Avoir des chaussures qui couinent pendant toute la course ou un slip qui gratte? C'est-à-dire qu'il couine juste le bruit ou ça fait mal? Juste le couine, ouais, juste le bruit. Ah peut-être le bruit, hein. Je mets mes écouteurs et comme ça j'entends plus. Courir 10 km en tongs ou en chaussures de ski? Ouais, je pense que ça dépend. Chaussures de ski de rando ou de ski? Parce que les skis de rando, c'est quand même un peu plus... Mais je pense quand même tongs. Courir avec une playlist de Metallica ou plutôt de Céline Dion? Oh,
Mais Céline Dion, mais même à 100%, je valide. J'adore Céline Dion. Eh ben, c'était la dernière question. On embrasse Céline Dion. Merci en tout cas d'avoir pris le temps et d'avoir partagé autant de valeurs, d'informations et de sujets hyper importants. Je me suis encore régalé avec toi aujourd'hui. Trop bien, merci Bart. Merci à toi. Je te souhaite un très très bon rétablissement. De toute façon, je suis sûr qu'il n'y a rien du tout. Mais et que dès demain, ça sera beaucoup mieux. Et puis, je vais suivre cette future course qui arrive, qui va être ton gros objectif de l'année à la Diagonale. Voilà. Ça marche, merci. Merci à toi. Ciao.